Alors, monsieur l'abbé, vous avez aussi séjourné au Congo-Brazzaville entre-temps. Lorsque vous avez observé autour de vous, qu'est-ce qui a beaucoup plus retenu votre attention? Bon, ce qui a retenu mon attention, j'ai passé 2 mois donc au Congo-Brazzaville. Je n'ai pas été à Brazzaville, je suis resté, donc j'étais à Pointe-Noire et puis j'ai visité, on peut dire certains parents dans la zone rurale. Je retiens que j'ai trouvé un peuple esselé, un peuple fatigué, un peuple déçu, qui se pose des questions sur l'avenir. J'ai été à la morgue de Pointe-Noire et quand j'ai regardé le nombre de décès, j'étais surpris de voir combien, on peut dire, nos familles gèrent les deuils avec beaucoup de difficultés. Et puis, j'ai aussi constaté que le Congolais aujourd'hui a du mal à manger 3 fois par jour. On était fiers, autrefois on était fiers de se dire que j'étais Congolais. Aujourd'hui, on a peur, même honte de se dire que je suis Congolais. Parce qu'au regard de ce que nous avons comme potentialité dans le pays, il n'y a pas de raison de voir ou de constater que le Congolais ne peut pas manger 3 fois par jour. Et voilà, je regarde ça, et ça c'est un fait vraiment évident. Et autre chose, c'est, on peut dire, la facilité avec, on peut dire, laquelle certains organisent leur vie. Donc, j'ai croisé deux entités. Une première, vous trouvez des gens qui ont des moyens, qui ont beaucoup d'argent, qui roulent dans de très, très belles voitures. Je sais pas exclu, c'est pas, je ne suis pas contre, je ne suis pas jaloux du tout. À côté d'une population, vous trouvez aussi une classe, même pas moyenne, une classe où les gens n'ont rien à manger. Donc, j'ai trouvé ces deux entités. Donc, j'ai cru comprendre que la classe moyenne a disparu au Congo-Brazzaville. Et ça, c'est très, très dangereux. Parce que ce qui fait l'équilibre d'une nation et d'un pays, c'est la classe moyenne. Si elle disparaît, c'est très, très dangereux. La conséquence, donc, au regard de tout cela, c'est que les gens se sont repliés. Certains qui avaient des maisons en ville, certains ont pensé qu'il faut les vendre et ils sont partis en campagne où c'est vraiment difficile, très, très, très difficile, on peut dire, d'organiser le quotidien. Certains n'ont pas le matériel nécessaire pour assurer leur agriculture, l'élevage, la pisciculture. Donc, certains ont des idées, mais ils n'ont pas le matériel parce que sinon l'agriculture n'est pas accompagnée. Et donc, voilà, j'ai trouvé deux grandes entités, pour me résumer. Une entité, on peut dire, sociale ou sociétale, où on trouve que les nantis, bien sûr, les riches, et à côté de cette entité, on trouve les pauvres. Donc, le ressort ou l'équilibre qui devait se faire entre les riches et les pauvres, par le biais de la classe moyenne, a totalement disparu. Donc, voilà, l'une ou l'autre fois, j'ai trouvé, ça c'est 2 fois de suite, hein, des mamans qui sont venues toquer à notre portail, cherchant de quoi manger. Moi, je n'avais pas vu ça quand je grandissais. Je n'avais pas vu ça. Le Congolais ne pouvait pas aller demander à manger à gauche et à droite. Mais il fallait ouvrir le portail et puis s'assurer que la maman qui était devant le portail avec un ou deux enfants qui n'avaient pas mangé depuis 2, 3 jours, eh bien ça ne laisse pas un prêtre, un religieux ou encore moins un citoyen indifférent. Ça suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça suppose qu'il y a une difficulté, on peut dire, évidente. Ça suppose que le Congo ou le Congolais est de plus en plus pauvre. Ça suppose qu'il manque de moyens. Donc, ça signifie beaucoup de choses. Voilà. Mais est-ce Donc, qu'on peut parler, j'espère. pardon, monsieur l'abbé, on peut parler des cas isolés ou c'est courant? Bon, mais ça, c'est courant. Mais écoutez, c'est courant. Puis, regardez un peu le nombre d'enfants autour du Grand Marché à Pointe-Noire. Le nombre d'enfants qui sont très, très, très jeunes, hein, 7, 8, 9, 10 ans. Qui viennent, qui cherchent quoi manger. Il n'y a pas on peut dire autour du grand marché de Pointe-Noire. Regardez un peu au niveau de la ville. Le nombre d'enfants qui sont dans la rue, et qui cherchent de l'argent, qui demandent de l'argent, disons des quêteurs. Monsieur l'abbé, lorsque vous avez parlé tout à l'heure de trop de cadavres à la morgue, vous vous êtes renseigné le pourquoi? Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est un pays qui n'est pas en guerre, on ne va pas nous parler d'une épidémie mortelle au Congo. Est-ce qu'on vous a dit le pourquoi?
Bonjour à vous qui vous nous suivez, mesdames, messieurs. Merci d'avoir encore choisi R7 et bienvenue dans cette édition de Zoom sur le Congo avec moi sur ce plateau. Monsieur l'abbé Étienne Bakissi, ancien vicaire général, philosophe, docteur en sociologie politique, diplômé en théologie politique, expert en gestion des conflits et relations internationales, écrivain prolifique. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour Christian, merci de m'avoir associé à cette rencontre et puis à ce partage. Honoré de vous avoir encore sur notre plateau R7, monsieur l'abbé Étienne Bakissi. La République du Congo, où plus de 80% de la population est chrétienne, compte à peine 6 millions d'habitants. C'est juste un rappel. Le pays endure, voici 3 décennies, une crise socio-économique sans précédent, marquée par une misère persistante. Plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont là les données de la Banque mondiale. À cela s'ajoute le manque de soins médicaux adéquats ainsi que les problèmes d'accès à l'eau potable et à l'électricité stable. Il est important de rappeler à ceux qui nous suivent, bien entendu, que le Congo-Brazzaville est très riche en ressources naturelles. Troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, donc après le Nigeria et l'Angola. Sa production avoisine actuellement les 500 000 barils par jour, même si officiellement ce n'est pas déclaré. Le pays exporte également le bois, les minerais, le gaz, sans oublier son accès à la mer. En somme, le Congo a un potentiel nécessaire pour offrir une meilleure qualité de vie à sa population. Hélas, le paradoxe est très frappant. Malgré toutes ses richesses en ressources naturelles, sa population est l'une des plus pauvres, j'allais dire, de la planète. J'aimerais comprendre avec vous, monsieur l'abbé Étienne Bakissi, en tant que religieux, quel regard portez-vous sur la misère qui sévit actuellement au Congo-Brazzaville, la crise socio-économique? Elle peut se justifier? Elle peut s'expliquer? Bon, écoutez, oui et non, hein, les deux. Vous dites bien que nous sommes face à un paradoxe. La crise est plurielle au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas un secteur qu'on dise qu'il ne soit pas touché. La crise est géopolitique, la crise est structurelle, la crise est anthropologique, sociologique. Donc, on peut dire que tous les secteurs de la vie de l'homme au Congo-Brazzaville, tous les secteurs sont touchés. À mon sens, il faut avoir vraiment une vision de la société. S'il y a un projet de société, je suppose qu'il y a aussi une vision, et à partir de cette vision, bâtir des stratégies pour pouvoir sortir le pays de toutes ces crises, on peut dire, qui dérangent, qui fragilisent, on peut dire, le quotidien des Congolais. Donc, il faut te dire que revenir à une vision est une chose, et ça, c'est vraiment important. Et la vision ne peut être possible que si on est capable, on peut dire, de dialoguer avec toutes les instances, on peut dire, qui structurent la vie sociétale au niveau d'un pays ou d'une nation. Donc, depuis Platon jusqu'à peut-être Aristote, sinon en passant par tous les autres penseurs, on a cru comprendre que si on gouverne un pays, une nation, il faut s'appuyer sur des piliers, à savoir la loi, mais aussi le pouvoir. Et quand on en parle, il faut trouver là-dedans des gens qui obéissent et des gens qui commandent. Or, à ce niveau-là, il y a presque un paradoxe, une difficulté, on peut dire évidente, entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Qui doit commander, qui doit obéir, qui est susceptible de commander et qui est susceptible, on peut dire, d'obéir. Je pense que le problème, il est là. On ne cessera de le dire, on a toujours insisté, et ça c'est depuis des décennies, il faut absolument passer par un dialogue inclusif, de sorte qu'on puisse associer toutes les compétences qui existent au niveau du pays, les mettre à contribution de manière à sortir le Congo de toutes ces crises qui sont dans différents secteurs. Mais ça, c'est un travail à faire. On peut dire que c'est compliqué, mais c'est un problème de volonté politique qu'il faut mettre en route, de sorte que tout le monde apporte, on peut dire, son labeur, son intelligence, sa disponibilité pour pouvoir sauver ce pays. La crise ne devait pas s'expliquer, parce que vous relevez bien qu'il y a le potentiel nécessaire, mais pourquoi à partir de ce potentiel, eh bien, on ne peut pas aller au cœur des choses pour pouvoir réorganiser notre société, sachant que nous avons la possibilité voilà, de donner à chaque Congolais
non seulement du travail, mais aussi de quoi manger, de quoi se vêtir. Oui, monsieur l'abbé, vous parliez tout à l'heure d'un dialogue inclusif. Est-il possible avec des partenaires, par exemple, qui ne veulent rien savoir? Tout à l'heure, on va écouter Denis Sassou Nguesso, mais on a l'impression que le Congo aujourd'hui est divisé en deux catégories, c'est-à-dire il y a une classe de la population qui trouve que les choses vont bien, et pour eux, ça devrait rester comme ça, le statu quo, comme on le dit. Mais il y a une bonne partie de la population qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, endure une misère, mais indescriptible, et ça saute à l'œil, on peut le constater, ce sont des faits, ce ne sont pas des spéculations, ceux qui sont sur place peuvent le témoigner. Est-ce qu'un dialogue avec de telles, j'allais dire, catégories de classes dans un même pays est possible? Nous avons la possibilité. Enfin, l'intelligence, ce n'est pas ce qui manque. Je reviens encore une fois sur ce qu'on appellerait la volonté politique. Et il faut revenir à ça, il faut que nous ayons une vision de notre société. On peut aussi se poser la question, pourquoi aujourd'hui au Burkina Faso, il y a eu un déclic? Qu'est-ce que le président Traoré est en train de faire? Dans quel état a-t-il trouvé ce pays? Il a compris qu'il faut mettre en route une vision, et il faut susciter ce qu'on appelle la prise de conscience. Une fois qu'on travaille en ce sens, il a réussi à montrer aux Burkinabés que l'organisation sociétale est possible, est indispensable, et ils sont en train de... Ils ont pris une direction qui étonne tout le monde. Voilà, qui étonne l'Occident, qui étonne l'Afrique, qui étonne, on peut dire, toutes les compétences au niveau de l'Afrique, de la sous-région d'Afrique et au niveau mondial. Donc, on peut se dire que revenons au dialogue, revenons à une vision politique correcte. En ce moment-là, chacun peut apporter son labeur, son intelligence, au risque de me répéter, pour organiser cette société. Nous avons l'intelligence nécessaire, nous avons des hommes et des femmes formés, bien formés, susceptibles d'apporter leur contribution pour pouvoir organiser la vie. Mais quand on dit que la vie, plutôt le Congo, est entre les mains d'une certaine caste, bon, je ne dis pas non, mais est-ce qu'il faut s'arrêter là? Il faut aussi voir les choses autrement. Voilà, donc ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui ne sont pas les meilleurs penseurs du Congo-Brazzaville. Il y a aussi ceux qui sont dans l'ombre, qui sont à la marge de ce qui existe, qui sont capables aussi, qui sont disposés à porter leur intelligence pour pouvoir organiser la société. Donc il faut, à mon sens, intégrer, associer toutes les compétences pour pouvoir organiser, on peut dire, ce pays. Et donc on n'a pas le droit, voilà, de ne pas proposer aux Congolais de quoi manger, de quoi se vêtir, et puis de quoi rencontrer un médecin. Donc, le travail, à mon sens, doit se faire. Voilà. Oui, mais quelle pourrait être l'implication de l'Église pour évidemment amener tout le monde, voilà, à la table? Bon, vous savez, quand on parle de l'Église est plurielle. Hein, donc, quand on parle d'Église, certains croient limiter la réflexion au niveau de l'Église catholique. Il faut dire non. Nous avons des protestants, nous avons des salutistes, nous avons des orthodoxes, nous avons aussi tous ceux qui sont dans les églises de réveil, ils sont citoyens de ce pays. Donc, il y a Oui, mais il y moyen a un d'organiser. écuménisme qui existe, non? Il y a l'écuménisme qui existe, qui rassemble un peu Oui, toutes bien ces sûr. églises. Je crois que c'est possibilité d'organiser une table ronde autour de tout ce qui regarde la société congolaise. Mais encore que ceux qui ont pouvoir de décision s'ouvrent, on peut dire, à toutes les propositions de la société civile, de l'Église, de toutes les compétences qui existent pour pouvoir réfléchir autour de toutes ces questions qui terrassent, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Voilà, donc comme disait Roger Garaudy, la politique, c'est l'histoire en train de se faire. Bon, on me dira oui, mais celui qui gagne les élections, celui qui gagne la guerre, c'est celui qui écrit l'histoire. Mais j'ai cru comprendre que l'histoire du Congo n'est pas encore écrite. Hein. Il ne faut pas qu'on se trompe. Elle n'est pas encore écrite parce que il y a des défis qui se présentent à nous, qui attendent des réponses, mais ce n'est pas une certaine classe, c'est pas réservé à une certaine élite, à une certaine classe. C'est l'affaire de tout un pays, de toute une nation. Donc, à mon sens, l'histoire du Congo n'est pas encore écrite. Donc, il Est-ce reste, que ce nous n'est sommes pas face à celle, plusieurs défis. est-ce que ce n'est pas celle qui est en train d'écrire, évidemment, ce con qui se dit avoir gagné la guerre et donc qui se comporte en maître absolu, ce que les Congolais sont en train de vivre aujourd'hui, ils vous diront que c'est
C'est ça l'histoire. Peut-être qu'ils sont en train d'écrire. Bon, moi, je me dis que, à mon sens, l'histoire du Congo n'est pas encore écrite, hein. Gagner les élections est une chose, organiser la vie sociétale une autre. Donc, on ne peut pas se dire que bon, je gagne les élections, ça y est, donc je suis maître du jeu. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se leurrer. Parce que les Congolais sont très, très intelligents, ils sont observateurs. Voilà, les uns écrivent, d'autres non. Bon, nous sommes dans une culture orale assez prononcée, mais ça n'exclut pas que nous ayons aussi des penseurs, des hommes et des femmes qui écrivent et qui préparent, on peut dire, l'histoire de ce pays. Donc, on ne peut pas écrire l'histoire d'une nation, d'un pays en 6 mois, en 3 ans, en 5 ans. Parce que si nous sommes là, d'autres nous ont précédés dans la réflexion et puis dans l'organisation de la vie sociétale. Mais après nous, il y aura aussi d'autres personnes qui viendront, peut-être pas relire ce qui se passe aujourd'hui avec la vision qui est la nôtre, mais ceux qui viendront après nous liront ou organiseront puis de la vie de la société, disons comme ça. Oui, mais pourtant, en écoutant Denis Sassou Nguesso, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il était en visite à Mosaka. En l'écoutant, son interview, j'ai eu l'impression qu'il est, bon, ça n'engage que moi, totalement déconnecté des réalités quotidiennes des Congolais. On peut lire donc en lui, j'appellerais ça une insouciance en fait, l'insouciance face à la misère qu'endurent les Congolais. À la rigueur, il semble affirmer que tout va bien, alors que le contexte montre une situation critique. Tout à l'heure, nous l'avons dit, il suffit d'aller dans nos hôpitaux pour constater ce qui se passe. L'université en proie de grève tout le temps, des grèves à répétition chaque année. Cela entame d'ailleurs la qualité de la formation. Nous avons des hôpitaux qui vont aussi en grève tout le temps. Tout le monde est en train de voir, pas d'eau potable, pas d'électricité. Et malgré tout cela, Denis Sassou Nguesso estime que tout va bien. Il dit bien que ça va, ça marche. C'est ce qu'il a dit dans son interview que je vais proposer tout à l'heure à nos téléspectateurs, alors que nous savons qu'il y a des fonctionnaires qui sont déjà presque à 100 mois sans salaire, les pensions ne sont pas payées, les retraités attendent, beaucoup meurent, faute de moyens, de ressources. Vous avez des étudiants aussi qui n'ont toujours pas leur bourse. Bref, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup, beaucoup. Vous l'avez dit au début de cette émission que sur tous les tableaux, je ne sais pas s'il y a encore un secteur qui échappe, mais voilà. On peut constater que rien ne marche sur tous les plans. On va écouter Denis Sassou Nguesso et je vous ferai réagir tout à l'heure. Depuis la campagne électorale jusqu'à aujourd'hui, vous voyez le peuple mobilisé. Et je crois que le peuple n'écoute pas les oiseaux de mauvais augure et quelques détracteurs. Surtout ceux qui parlent depuis l'étranger. Parce que la réalité est ici et le peuple vit cette réalité au quotidien. Il n'y a pas de doute que le peuple adhérera, oui, adhère déjà, il a exprimé à travers son vote lors des présidentielles. Et le peuple adhérera à la vision que nous avons de transformer ce pays. Nous avançons doucement, mais on va tenter au cours des prochaines années d'accélérer la marche. Et bon, les détracteurs qui sont à l'intérieur du pays et surtout à l'étranger, nous pouvons les laisser à leur exercice. Et puis voilà. Et nous sommes satisfaits du travail qui se fait ici. Voilà, monsieur l'abbé Étienne Bakissi, pour Denis Sassou Nguesso, tout va bien. Il est en train de poursuivre sa vision, sa marche vers le développement, comme il a dit, et que, bon, voilà, ceux qui s'expriment, comme il l'a bien précisé, surtout à l'étranger, c'est des oiseaux de mauvais augure. Bon, c'est lui qui le dit. Après, chacun sait qu'on ne réfléchit pas de la même manière lorsqu'on est au palais que lorsqu'on est dans la chaumière. Donc ça peut aussi se comprendre. Mais vous, à votre niveau, parce que vous êtes aussi philosophe et sociologue, lorsque vous avez écouté cet extrait, quel commentaire en faites-vous? Bon, a priori, ceux qui ont lu Karl Popper
un Irlandais qui a écrit un excellent livre sur la société ouverte et ses ennemis. Ceux qui ont lu cet auteur finissent par comprendre que nous sommes au Congo-Brazzaville, je vais dire, hein, nous sommes face à une société liquide, hein, une société ouverte qui a besoin d'une certaine raison pour pouvoir organiser la vie sociétale. En lisant ou en suivant cet extrait que vous avez proposé, ma réaction, on peut dire, est celle-ci. Et voilà, c'est lui qui a pouvoir de décision à son organisation, à son projet de société, à sa lecture. Mais la lecture de celui qui a pouvoir de décision n'est pas nécessairement la lecture de tous les citoyens d'un État ou d'une nation. Ça, c'est une évidence. Bon, au regard de cela, il revient, on peut dire aux Congolais, de tirer les leçons de tout ce qui se présente maintenant pour voir un peu comment réorganiser, on peut dire, la vie sociétale. Je venais de dire tout à l'heure, au risque de me répéter, que l'histoire du Congo n'est pas encore écrite. Ça, je peux l'affirmer avec beaucoup de conviction. Et au regard, on peut dire, de cela, les uns disent, il n'y a pas de souci, ça marche. D'autres disent, ah bon, ben, ça ne marche pas. Mais on ne peut pas faire intervenir des gens qui ont la bouche chargée. Donc, quand la bouche est chargée, je ne vois pas comment les gens peuvent réagir dans un pays comme le nôtre. Et donc, voilà, à mon avis, le premier défi qui se présente face à cela, c'est d'abord la prise de conscience. Est-ce que cette manière, on peut dire, d'organiser la société, est-ce que tel que ça fonctionne, on peut être convaincu que demain sera meilleur? C'est à chacun de tirer un peu les conclusions. Et ensuite, quand on a pouvoir de décision, il faut arriver à se remettre en question, se dire, bon, est-ce que cette manière de gouverner, cette manière de faire convient avec les attentes de la population? Donc, ça, c'est, vous savez, la vie d'une population s'inscrit, on peut dire, dans un contexte donné. Et si ce contexte, on peut dire, n'est pas clarifié, n'est pas arrangé, c'est difficile d'orienter, on peut dire, la vie sociétale. Et donc, la crise, je disais tout à l'heure, est structurelle, les difficultés sont évidentes, mais attention, il faut se remettre en question, je voulais dire, se remettre en question, ce qui laisse entendre que revenir à la proposition de départ, notre hypothèse de départ, c'est-à-dire que le dialogue inclusif dans notre pays pour montrer aux Congolais quels sont les problèmes qui se présentent. Il ne faut pas se leurrer. Le Congo était un gros malade, un gros malade. Il faut vraiment trouver un traitement adéquat pour pouvoir traiter ce gros malade. Mais ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de toute une nation, de tout un pays, encore que la population soit orientée, on peut dire, vers la prise de conscience, vers sa responsabilité et puis vers sa souveraineté. Donc, il ne faut pas perdre de vue que c'est le peuple qui est souverain au Congo-Brazzaville. Et si le peuple est souverain, il faut lui accorder cette souveraineté, cette liberté de penser, et puis bon, que la raison soit mise en avant pour permettre à tout le monde de dire, voilà, d'apporter, de faire une lecture à partir d'un constat qui sera fait par les uns et les autres. Alors, monsieur l'abbé, vous avez aussi séjourné au Congo-Brazzaville entre-temps. Lorsque vous avez observé autour de vous, qu'est-ce qui a beaucoup plus retenu votre attention? Bon, ce qui a retenu mon attention, j'ai passé 2 mois donc au Congo-Brazzaville. Je n'ai pas été à Brazzaville, je suis resté, donc j'étais à Pointe-Noire et puis j'ai visité, on peut dire, certains parents dans la zone rurale. Je retiens que j'ai trouvé un peuple esselé, un peuple fatigué, un peuple déçu, qui se pose des questions sur l'avenir. J'ai été à la morgue de Pointe-Noire et quand j'ai regardé le nombre de décès, j'ai été surpris de voir combien, on peut dire, nos familles gèrent les deuils avec beaucoup de difficultés. Et puis, j'ai aussi constaté que le Congolais aujourd'hui a du mal à manger 3 fois par jour. On était fiers, autrefois on était fiers de se dire que j'étais Congolais. Aujourd'hui, on a peur, même honte de se dire que je suis Congolais. Parce qu'au regard de ce que nous avons comme potentialité dans le pays, il n'y a pas de raison de voir ou de constater que le Congolais ne peut pas manger 3 fois par jour.
Et voilà, je regarde ça, et ça c'est un fait vraiment évident. Et autre chose, c'est, on peut dire, la facilité avec, on peut dire, laquelle certains organisent leur vie. Donc, j'ai croisé deux entités. Une première, vous trouvez des gens qui ont des moyens, qui ont beaucoup d'argent, qui roulent dans de très, très belles voitures. Je sais pas exclu, c'est pas, je ne suis pas contre, je ne suis pas jaloux du tout. À côté d'une population, vous trouvez aussi une classe, même pas moyenne, une classe où les gens n'ont rien à manger. Je vis, je suis en contact avec la misère. Je sais ce que c'est que des personnes vulnérables. Une personne qui ne peut pas s'acheter une plaquette de paracétamol. Un enfant qui ne peut pas manger un morceau de pain. Donc, j'ai trouvé ces deux entités. Donc, j'ai cru comprendre que la classe moyenne a disparu au Congo-Brazzaville. Et ça, c'est très, très dangereux. Parce que ce qui fait l'équilibre d'une nation et d'un pays, c'est la classe moyenne. Si elle disparaît, c'est très, très dangereux. La conséquence, donc, au regard de tout cela, c'est que les gens se sont repliés. Certains qui avaient des maisons en ville, certains ont pensé qu'il faut les vendre et ils sont partis en campagne où c'est vraiment difficile, très, très, très difficile, on peut dire, d'organiser le quotidien. Certains n'ont pas le matériel nécessaire pour assurer leur agriculture, l'élevage, la pisciculture. Donc, certains ont des idées, mais ils n'ont pas le matériel parce que sinon l'agriculture n'est pas accompagnée. Et donc, voilà, j'ai trouvé deux grandes entités, pour me résumer. Une entité, on peut dire, sociale ou sociétale, où on trouve que les nantis, bien sûr, les riches, et à côté de cette entité, on trouve les pauvres. Donc, le ressort ou l'équilibre qui devait se faire entre les riches et les pauvres, par le biais de la classe moyenne, a totalement disparu. Donc, voilà, l'une ou l'autre fois, j'ai trouvé, ça c'est deux fois de suite, hein, des mamans qui sont venues toquer à notre portail, cherchant de quoi manger. Moi, je n'avais pas vu ça quand je grandissais. Je n'avais pas vu ça. Les Congolais ne pouvaient pas aller demander à manger à gauche et à droite. Mais il fallait ouvrir le portail et puis s'assurer que la maman qui était devant le portail avec un ou deux enfants qui n'avaient pas mangé depuis 2, 3 jours, eh bien, ça ne laisse pas prêtre, un religieux ou encore moins un citoyen indifférent. Ça suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça suppose qu'il y a une difficulté, on peut dire, évidente. Ça suppose que le Congo ou le Congolais est de plus en plus pauvre. Ça suppose qu'il manque de moyens. Donc, ça signifie beaucoup de choses. Voilà. Mais est-ce Donc, qu'on peut je parler, suis... pardon, monsieur l'abbé, on peut parler des cas isolés ou c'est courant? Bon, mais ça, c'est courant. Mais écoutez, c'est courant. Puis regardez un peu le nombre d'enfants autour du Grand Marché à Pointe-Noire. Le nombre d'enfants qui sont très, très, très jeunes, hein, 7, 8, 9, 10 ans, qui viennent, qui cherchent quoi manger. Il n'y a pas qu'autour on peut dire autour du Grand Marché de Pointe-Noire. Regardez un peu au niveau de la ville. Le nombre d'enfants qui sont dans la rue et qui cherchent de l'argent, qui demandent de l'argent, disons des quêteurs. Bon, il faut se dire, mais les enfants qui, autrefois, mais ne sont pas les mêmes tous les ans, mais si nos générations ne sont pas passées par cette pratique, pourquoi ceux qui sont venus après nous sont, on peut dire, assujettis à cette forme de mendicité, à ces difficultés, ce qui laisse entendre qu'aujourd'hui, les parents, non pas qu'ils n'ont pas la volonté, mais non plus, on peut dire, les ressources nécessaires pour pouvoir accompagner, éduquer, mais aussi nourrir les enfants. Donc, c'est un problème aujourd'hui. C'est un problème. Voilà. C'est vraiment un problème. Évidemment, il y a eu une vidéo qui a circulé. Je ne sais pas si elle est encore sur la toile, où on voit une gamine, visiblement de 12 ans, 11 ans, qui se présente dans une boutique d'un Ouest africain et qui veut s'échanger un bout de pain. Voilà, malheureusement, et c'est très choquant de voir de telles réalités au Congo, Brazzaville. Mais monsieur l'abbé, lorsque vous avez parlé tout à l'heure de trop de cadavres à la morgue, vous vous êtes renseigné le pourquoi? Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est un pays qui n'est pas en guerre. On ne va pas nous parler d'une épidémie mortelle au Congo. Est-ce qu'on vous a dit le pourquoi?
Bon, il faut dire que il faut revoir la santé publique du Congolais ou des Congolais. Il faut voir la santé publique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le manque d'argent, le manque de moyens, croyez-vous que le Congolais est capable aujourd'hui de rencontrer un médecin, de payer sa consultation, mais aussi de s'assurer qu'avec ses moyens propres, il peut acheter des produits en pharmacie? Et donc, ça, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est la pharmacopée qui marche le mieux, mais aussi, il y a aujourd'hui, ça et là, des pasteurs aussi qui se réveillent en se disant, ah ben, cette situation, moi, je peux la gérer, cette maladie, je peux la traiter. Et donc, on peut dire, nous sommes comme dans un panier à crabes où chacun apporte ce qu'il peut apporter, même s'il y a mort d'homme, tant pis. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est d'abord la maladie, hein. Aujourd'hui, les Congolais, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes malades, mais qui ne savent pas rencontrer un médecin et qui sont incapables de payer une consultation. Voilà. Donc, entre payer une consultation à 7, 8, 9, 10 000 francs CFA et puis chercher de quoi manger, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Donc, on néglige la maladie, on se tourne vers le repas, et bien le repas, on peut pas l'avoir, on peut avoir 3 repas. Donc, à mon avis, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la maladie y est, mais aujourd'hui, les Congolais ne sont pas capables de répondre à toutes ces difficultés qui se présentent à eux. Donc voilà, il y a ça, mais il y a aussi ce que l'État doit apporter. Est-ce qu'aujourd'hui, nos hôpitaux sont vraiment disposés à apporter les soins nécessaires? Je ne parle pas de l'intelligence. L'intelligence, nous pouvons l'avoir. Est-ce qu'il y a le matériel nécessaire pour traiter le Congolais chez lui? D'abord, il y a de moins en moins de chirurgiens au Congo, il faut le savoir. On va prendre simplement l'exemple du CHU, puisque c'est le seul CHU au Congo-Brazzaville et c'est l'hôpital de référence pour tout le pays. Mes collègues chirurgiens ne sont pas du tout heureux du fonctionnement de leur service. Je vais vous donner un exemple. Le service de chirurgie digestive, en ce moment, ne peut opérer qu'une fois par semaine. Et il ne peut planifier que 3 malades. Et sur les 3 malades, il ne peut opérer que 2 malades. Cela est dû à quoi, professeur? Alors, j'ai les explications qui m'ont été données par mes collègues. D'abord parce que il n'y a pas suffisamment de matériel au bloc opératoire pour endormir plus de malades, semble-t-il. Il y aurait un problème de respirateurs, il n'y en aurait que 4, et il y a plusieurs disciplines chirurgicales. Le deuxième problème, c'est la motivation et les paiements des salaires. Vous le savez, les paiements de salaire ne se font pas régulièrement au CHU, et je crois qu'il y a plusieurs mois d'arriérés actuellement, et ça a complètement démotivé les équipes, ce qui fait qu'au bout d'abord, on commence les interventions 2-3 heures plus tard que ce qui était prévu. Ensuite, les interventions se terminent beaucoup plus tôt parce que les collègues qui les endorment, les médecins anesthésistes réanimateurs, disent bah, écoutez, je suis désolé, mais à cette heure-ci, moi je rentre chez moi, bon, on a fait 2 malades, ça suffit. Voilà. Et puis, il y a bien entendu tout l'environnement. L'environnement, c'est quoi? Au Congo-Brazzaville, il n'y a que 2 infirmières spécialisées pour les blocs opératoires. Donc, il n'y a aucune filière qui forme les infirmières de bloc opératoire. On travaille donc avec du personnel non qualifié. Et en ce qui concerne la chirurgie, par exemple, vous parliez des difficultés. L'hôpital de Ouesso a été créé, il n'y a pas de chirurgien. Voilà. Et on prévoit d'en faire 12 hôpitaux généraux. Il y en a quelques-uns qui ont été créés, mais où il n'y a pas de chirurgien. Donc, il y aurait d'autres problèmes, le personnel non qualifié, la non-motivation, l'état le plateau technique. Il y aurait beaucoup de choses à régler. Donc, comparativement au Burkina Faso, j'ai cru voir certains documentaires où le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire un travail tout à fait remarquable, même dans des villages reculés. Eh bien, on sait trouver un traitement d'appoint. On reste chez soi, mais voilà, le médecin peut vous trouver chez vous en campagne. Donc aujourd'hui, ce qui est fortement difficile au niveau du Congo-Brazzaville, il ne faut pas avoir peur de copier ce qui se passe ailleurs. Donc on ne va pas
On ne va Se pas dire que réinventer le monde, comme qui dirait. Voilà. En tout cas, merci, monsieur l'abbé Étienne Bakessi. Évidemment, dans un pays où l'eau potable est difficile, l'électricité, on peut déjà imaginer les conséquences. Ajouter à cela, évidemment, le manque de soins de santé adéquats, comme on l'a dit, eh ben, c'est tout un cocktail, c'est normal. Quand c'est comme ça, c'est. Ben, toutes les conditions sont réunies, évidemment, pour que le taux de mortalité puisse augmenter exponentiellement. Monsieur l'abbé, vous êtes aussi auteur, l'auteur du livre Ethnicité et bandes armées au Congo-Brazzaville. On en avait déjà parlé sur ce même plateau, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler les origines, évidemment, de ce fléau, c'est-à-dire les Kuluna, puisqu'il s'agit de ces jeunes délinquants, et quelle analyse faites-vous de la réponse du gouvernement congolais qui a choisi finalement de recourir à des mesures extrajudiciaires pour traiter le phénomène Kuluna. Personne ne sait encore jusqu'aujourd'hui le statut juridique d'un Kuluna, c'est-à-dire c'est hors cadre légal, c'est des jeunes qu'on est en train de tuer comme ça, froidement d'ailleurs en public. Et lorsque j'ai jeté un coup d'œil sur le rapport de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, euh, il apparaît que plus de 400 jeunes, je dis bien plus de 400 jeunes, ont déjà été fusillés, tués. Le rapport existe, les gens peuvent le consulter. Euh, Revenons d'abord sur l'origine, puisque vous en avez parlé. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène et comment vous analysez la réponse du gouvernement congolais? bon, quand j'ai écrit Ethnicité et bandes armées au Congo-Brazzaville, j'ai mis en route plusieurs hypothèses parce qu'on ne peut pas concevoir, on peut dire, une pensée soit théologique, soit philosophique si on n'a pas, on peut les hypothèses de départ. Moi, je suis parti, on peut dire, d'un diagnostic, d'un constat, donc de 1900, la conférence de la Baule de 1990 avec le président Mitterrand. Je suis parti là pour essayer de montrer un peu comment, à partir de cette conférence de la Baule, en 1990, et ensuite tout ce que nous avons vécu dans le pays avec les conférences nationales souveraines dans plusieurs pays, en pays d'Afrique. Et à partir de là, j'ai fini par comprendre que la question, donc les hypothèses que je soulève, la question de l'ethnicité se trouve posée. Je m'explique, c'est-à-dire que les jeunes, donc de 90 à 97, il faut dire, certains ont suivi, on peut dire, les leaders politiques, certains leaders politiques sur la base de l'ethnie. Et ce travail, on peut dire cette difficulté, il faut la situer en ce moment-là. Et les jeunes qui ont suivi des leaders, on peut dire, politiques sur le plan ethnique, on peut dire, ont organisé, on peut dire, la cartographie du pays. Alors, vous savez ce que nous avons vécu avec toutes C'est-à-dire des ces jeunes qui ont guerres. été transformés en miliciens, c'est ça, et chacun Bien défendant. sûr, bien sûr. Voilà, donc les jeunes qui ont donné sens à leur vie, mais puisqu'ils ont suivi certains leaders politiques sur la base ethnique, eh bien, on a créé ce qu'on appelle des bandes armées au niveau du Congo. Donc, au sud, au nord, il y a eu le centre, il y a eu des bandes armées. Mais ces bandes armées, ces jeunes, il faut les organiser. Ils ont connu la guerre, ils ont fait la guerre, mais avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, quelle est la formation que le Congo a préparée, a prévue pour ces jeunes? Donc, les guerres terminées, les jeunes se sont retrouvés sans ressources, se sont retrouvés sans moyens. Les intellectuels n'ont pas pu poursuivre les études. Donc, du coup, nous nous sommes retrouvés, le Congo, je vais dire, s'est retrouvé avec plusieurs générations non formées. Oui, mais Alors, pardon, non monsieur l'abbé, structurées. évidemment, vous parlez des événements que le Congo a connus dans les années 90 jusqu'à 97 et peut-être après aussi. Mais beaucoup de temps est passé. C'est quand même, aujourd'hui, on peut parler de 30 ans. Ça veut dire que les jeunes qui ont participé à cela ont grandi, d'autres ont vieilli. Certainement que c'est une génération qui tente à disparaître. Qu'est-ce qui peut expliquer que maintenant, là, qu'on se retrouve avec ce regain de violence, avec ces jeunes, des plus Mais jeunes finalement? bon, disons que ceux qui ont fait la guerre, comment ils ont été récompensés? La nature a horreur du vide. Ceux qui ont fait la guerre, certains ont été, on peut dire, intégrés dans une instance, on peut dire militaire, paramilitaire, je ne sais pas comment il faut le dire,
Mais certains étaient, on peut dire, abandonnés à eux-mêmes. Il faut trouver des réponses face à la misère, face à la nourriture, face à la Au santé. manque d'emploi et voilà, tout ce qui va. Oui, le manque d'emploi, c'est des défis qui se présentent. Mais face à ces défis, il y a des réponses à apporter. Et donc, je pense que les jeunes, ce qu'ils ont trouvé de facile, on peut dire, à faire, c'est de se joindre ou de rejoindre certains groupes, voilà, qui nous ont proposé la violence, les conflits, les contradictions, les difficultés. Donc, ce qui laisse entendre que, faut dire que le pays était plus ou moins débordé. Parce que face à une jeunesse esselée, fatiguée, déçue, des jeunes qui attendaient des réponses face à leurs difficultés, ah ben, on peut dire le pays, la nation était incapable d'apporter les réponses nécessaires pour pouvoir répondre de manière correcte, de manière raisonnée, de manière responsable, à répondre à toutes ces difficultés. Donc les jeunes aujourd'hui nous ont proposé des scènes de violence, des scènes de contradiction. Ils ont choisi la facilité, ils ont choisi, on peut dire, l'alcool, la drogue, pour pouvoir se faire plaisir et puis donner du sens à leur vie. Donc, il faut. Ce qui nous Est-ce a que, manqué, nous, c'est. pardon, Monsieur Labbé, est-ce que cela peut résulter aussi du manque de suivi psychologique de ces jeunes après les avoir utilisés? Il fallait peut-être un suivi psychologique pour les rattraper, bien entendu, et ce qui n'a pas été fait à ce moment-là, la responsabilité en combat qui, aux parents ou à l'État? Bon, écoutez les deux, hein, mais aujourd'hui, quand on dit aux parents qui a encore les ressources nécessaires pour éduquer un enfant, ça devient de plus en plus difficile d'éduquer un enfant au Congo. Voilà, donc la difficulté est évidente, la difficulté est réelle. Combien d'enfants aujourd'hui écoutent leurs parents? J'ai été dans certaines familles, aujourd'hui, nous avons des enfants rois, des enfants qui commandent, qui n'écoutent plus les parents, les jeunes filles comme les jeunes garçons. Donc aujourd'hui, certains parents sont incapables de proposer une forme d'éducation, on peut dire, à leurs enfants. Parce que aujourd'hui, il y a des enfants rois, des enfants qui commandent, incapables de proposer une certaine éducation. Bon, l'État devait faire son problème, devait faire son travail, mais ce travail, pour le faire, il faut engager des moyens d'encadrement, la formation civique, des accompagnements et tout. Mais ça, c'est un travail qui doit se faire. Mais il faut dégager une certaine enveloppe, il faut trouver, on peut dire, au niveau de la gouvernance, des orientations un peu fermes, trouver un budget nécessaire pour pouvoir accompagner ces jeunes. On ne peut pas former un jeune en 2 mois, en 3 mois, 4 mois. Et donc, il faut compter, si on veut proposer à une population, à une nation, une certaine éducation, une certaine civilisation, eh bien, il faut trouver des moyens. Il faut trouver des moyens. Mais par rapport à ce que vous posiez comme question, C'est-à-dire est-ce la que méthode cela... adoptée par le gouvernement actuel de les fusiller carrément en public, en plus sans procès. Bon, je ne sais pas, ceux qui ont pouvoir de décision, s'ils ont trouvé que c'était ça la voie, c'est à celui qui pose des actes qui peut répondre. Parce que il y a une justice qui existe. Il y a la justice, il y a le corps judiciaire qui existe. Nous avons, on peut dire, des avocats compétents, nous avons des bâtonniers compétents dans notre pays. Mais je crois qu'il faut passer par ce biais. Quand quelqu'un a commis un délit, il doit répondre devant la justice. Bon, alors, nous sommes allés plus vite en besogne. On a déploré un peu la méthode. Bon, mais alors, il faut tirer les conséquences, tirer les enseignements, de sorte que demain, ce que nous avons vécu aujourd'hui, cela ne puisse pas se répéter. Voilà. Donc, il y a tout un travail à faire du côté de ceux qui ont pouvoir de décision, mais aussi du côté de la famille et plus largement, que les jeunes se mettent en face, on peut dire, de leurs responsabilités pour pouvoir éviter toutes les scènes de violence, de contradiction, et puis la mort donnée à des jeunes, à des mamans, à des femmes, à des sœurs, bref, personne n'a le pouvoir, on peut dire, de supprimer des vies. Voilà. Donc la vie est sacrée, il faut la respecter. Mais dans tout ça, quelle est donc la voix de l'Église quand je dis l'Église, c'est vrai que vous ne répondez pas ici au nom de l'Église, mais vous êtes un religieux, vous êtes censé avoir une certaine voilà, analyse de la situation. Quelle est la voix de l'Église dans ce cas? Dans la Bible, j'ai semblé lire, il faut pardonner, pardonner, donner encore la chance, la seconde chance à quelqu'un de Oui. soit de s'amender ou mais là, on passe carrément voilà, à l'élimination physique. Qu'en pense Bon, l'Église? ceux qui ont lu Hannah Arendt, le titre du livre, c'est la condition ou les conditions de l'homme moderne.
Et dans son livre, elle parle, c'est une juive, elle parle du pardon. Elle dit que face à une situation tragique, difficile, le pardon peut être une voie de rédemption. Et puis, elle va plus loin, qu'une fois qu'on a compris que le pardon est une voie de rédemption, elle propose encore la question de la promesse. C'est-à-dire que le pardon peut aider, on peut dire, à dépasser un conflit, à dépasser les dissensions, pour vivre dans une rédemption telle que, pour emprunter la catégorie de Hannah Arendt. Voilà, donc au regard de cela, euh, la position de l'Église, bon, moi je ne peux pas engager toute l'Église dans mon courant de, on peut dire, de pensée, mais la première chose, c'est d'abord la formation. Il faut que nous, en tant qu'Église, institution, Église peuple de Dieu, il y a, on peut dire, des thématiques qui sont proposées pour la formation des jeunes. Je crois qu'à ce niveau-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a un travail qui se fait. Oui, à travers aussi des lettres pastorales, on peut dire des évêques, il y a des prises de position, il y a des défis qui sont présentés, mais voilà, il faut travailler d'abord pour la formation de la femme, du jeune, de l'adulte, du garçon qui grandit. Et ça, c'est une chose. Et puis après, il faut, on peut dire, croiser les regards avec d'autres églises pour voir un peu quel va être le socle sur lequel on peut s'appuyer pour proposer une ligne de démarcation aux jeunes d'aujourd'hui. Mais ça, c'est un travail qui doit se faire avec des moyens pour pouvoir accompagner. Bon, disons aujourd'hui, nos églises particulières sont en difficulté. Il y a un problème de moyens qui se pose. Bon, mais ça, c'est, vous faites bien de poser le problème. Peut-être qu'il faut remonter, on peut dire, toutes ces propositions à notre hiérarchie pour voir comment on peut saisir, on peut dire, ces défis, les exploiter et puis les orienter en tenant compte, ou à la lumière, disons mieux, de la révélation et de l'évangile. Oui, moi je vous posais cette question, monsieur l'abbé, parce que je me dis ben, certainement que si le gouvernement, parce que après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ceux qui ont le pouvoir de décision ont décidé carrément de les supprimer, mais l'Église pouvait faire de sorte à travailler ensemble avec le gouvernement en proposant bien sûr au gouvernement de prendre, par exemple, ces jeunes et les rééduquer, pourquoi pas, pour tenter de sauver les vies, comme qui dirait. C'est vrai que l'Église a des problèmes de moyens, mais quand il y en a pour un, il y en a pour deux, on sait que l'Église peut toujours faire quelque chose. Est-ce que l'Église ne peut pas maintenant dire, par exemple, au gouvernement, ben, écoutez, au lieu de les assassiner comme ça, donnez-nous ces enfants, on va essayer de les rééduquer, leur donner une nouvelle chance, certainement qu'ils pourront se repentir. Oui, mais vous faites bien de poser le problème. Au Congo, j'ai cru comprendre qu'il y a, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée. On peut aussi se poser la question, mais avec toutes ces chambres, quel est le travail qui revient à ces chambres pour pouvoir organiser la vie de la société? Et ensuite, l'Église, oui, on peut en parler, mais l'Église n'avait pas la possibilité de répertorier tous ces jeunes, de les assembler. On était tous surpris d'apprendre que tel jeune a disparu, tel autre jeune a disparu. Bon, alors, quand est-ce qu'il faut rattraper la situation? À qui s'adresser? Comment s'adresser? On avait en face de nous une situation, les élections à préparer. Et donc, on était dans cette ambiance, la préparation des élections. Et puis, vous savez, avant, pendant et après, c'est toujours des moments, on peut dire, difficiles dans un pays. Et aujourd'hui, il faut quand même, je ne veux pas dire interpeller, mais faire prendre conscience à tous ceux qui ont pouvoir de décision que la vie est sacrée. Et quand il y a un délit, eh bien, il y a l'appareil judiciaire qui existe pour pouvoir traiter ce genre de questions et que chacun réponde, on peut dire, de ses actes. Voilà. Donc, cela concerne aussi bien ceux qui ont pouvoir de décision que les jeunes, voilà, qui sont entrés ou qui ont proposé, qui ont pensé que par le délit, ben, on peut organiser, on peut donner du sens à sa vie. Et voilà, voilà comment je peux mes éléments J'espère de que réponse que je peux vous l'Église apporter. pourrait donc se rattraper puisque la campagne continue hein, de terreur, on continue à tuer. Hier encore, on apprenait qu'il y a des jeunes qui ont été enlevés et portés disparus. C'est bien dommage. Nous sommes le 21 juillet 2026. J'imagine c'est déjà plus de 6 mois. Donc 7 mois, on est en train et ça continue. Finalement, c'est la méthode que le régime de Brazzaville a choisi pour régler un certain nombre voilà, de choses
au lieu d'utiliser la justice. Bref, monsieur l'abbé Étienne Baki, je vais vous faire réagir à ce reportage que je vais vous proposer, c'est le dernier. Votre commentaire comptera pour le mot de la fin. Suivez avec moi. Nous sommes au quartier Mayanga, dans le secteur d'Imoussoso, une agglomération à forte concentration de la population relevant de l'arrondissement 8 Madibou. Ici, les habitants sont obligés de traverser le Doué par pirogue pour se rendre dans les différents quartiers de Brazzaville. C'est le cas de Finontolo, un jeune exerçant au marché total en attente d'une pirogue. Selon lui, cette voie navigable reliant Mayanga à Kinsundi vers Barrage constitue un raccourci moins coûteux. Avec son fond, on peut traverser et prendre l'autre moyen à 60 francs pour arriver jusqu'au marché total, bien de l'autre côté de la ville. Ce chemin-ci, c'est un raccourci pour facilement aller à Kinsundi au lieu de prendre encore le transport qui me ferait prendre 2 bus au Lodan. Donc, d'où j'ai préféré couper sur ces voies. Si tu essaies de prendre à Mayanga jusqu'à Texaco, ça peut te coûter même 500 000 francs comme ça. La traversée par pirogue sur le Doué est moyennant une pièce de 100 francs CFA. Au regard de l'importance du trafic sur cette voie navigable et de difficultés endurées, les populations sollicitent la construction d'un pont reliant Mayanga à Kinsundi pour une mobilité plus aisée. La population souffre vraiment énormément. Si les autorités peuvent penser à nous, si vraiment les autorités peuvent penser à mettre un pont, on aura la facilité de traverser. Comme il n'y a pas de pont, on est en train de prendre le pirogue. Pour cet homme exerçant non loin du quai de Kinsundi, la construction d'un pont est une urgence, car aux heures indiquées pour l'arrêt des activités de la pirogue, il se pose un véritable problème de mobilité des personnes et des biens. Il y a des risqueurs. Quand il arrive ici, il n'a rien. Pour contourner là-bas de Total et jusqu'à B-Secondé là-bas pour revenir encore ici, il préfère nager la nuit. La construction d'un pont, vraiment, c'est très, très indispensable. Le trafic sur le Doué commence à 6 h et se termine à 17 h. Même les marchandises passent également par cette voie navigable qui constitue un moyen important de transport. Alors, monsieur l'abbé, nous sommes en plein Brazzaville, parce qu'évidemment, Madibou, c'est le 8e arrondissement de Brazzaville, donc le quartier Mayanga, où le mode de transport tel que vous l'avez vu là, transport en commun, en plein 21e siècle, à quoi ça vous fait penser? Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut se dire que il faut revoir l'organisation de la vie. C'est très, très, très important. Ceux qui sont venus chez nous autrefois, on était heureux pour certains, et certains se disaient, mais avec toutes ces formes de colonisation que les Blancs ont apportées, il est temps qu'on prenne les choses en main, que le Blanc s'en aille. Nous sommes assez mûrs, assez responsables, assez intelligents pour organiser notre société, notre pays. Ben, nous sommes en train de nous rendre compte qu'on n'était pas assez préparés, assez responsables pour pouvoir organiser, on peut dire, notre avenir. Et donc, je trouve que le travail doit se faire, et ceux qui sont en responsabilité au niveau des mairies, au niveau des communes, que le travail de concertation se fasse pour voir un peu comment non seulement donner du sens, mais comment vivre mieux dans notre pays. Parce que il y a des images qui choquent, des images qui font peur, des images qui découragent, et puis on se pose des questions, où est-ce que nous sommes? Pourquoi ailleurs les uns avancent, pourquoi chez nous on n'avance pas? C'est quoi exactement? Je pense pas que c'est l'intelligence qui manque. C'est un problème à mon sens, de volonté politique et puis de courage face aux situations que nous traversons. On peut vivre autrement avec un peu de volonté, avec une conscience, on peut dire patriotique, on peut organiser les choses autrement et vivre mieux dans notre pays, vivre mieux dans notre nation, vivre mieux dans notre village. Donc, moi, ces images m'ont fortement esselé, bousculé, j'étais vraiment déçu. Et puis bon, comment organiser l'avenir s'il n'y a pas une prise de conscience, s'il n'y a pas une volonté politique, s'il n'y a pas une vision nouvelle de la société? Je pense que il y a un travail à faire, un travail de concertation, de conscientisation, de formation à faire, de sorte que tout le monde prenne conscience que nous sommes
en retard et très en retard. Il faut qu'on avance. Merci, monsieur l'abbé Étienne Bakissi. Je rappelle que vous êtes ancien vicaire général, philosophe, docteur en sociologie politique, diplômé en théologie politique, expert en gestion des conflits et relations internationales, écrivain prolifique. Mais vraiment, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir encore eu sur notre plateau, surtout du temps que vous avez disposé. Merci. Merci, Christian. Merci beaucoup pour votre labeur et puis votre devoir voilà, de former les consciences et puis de nous apporter les éléments nécessaires pour pouvoir comprendre que les enjeux sont de taille et que les défis sont à relever. Merci beaucoup. Nous essayons de faire notre devoir. Merci, monsieur l'abbé, et merci, mesdames, messieurs, de nous avoir encore suivis. Des petits gestes pour nous encourager à promouvoir aussi cette édition. Et dites-nous en commentaire vos opinions sur les sujets que nous avons abordés avec monsieur l'abbé Étienne Bakissi, et cela nous fera énormément plaisir. Merci et à très bientôt. Merci.